Bonjour Caroline. Studio Lacan va s'intéresser aujourd'hui au phénomène ChatGPT. Lancé en 2022 dans sa version désormais disponible au tout venant, ChatGPT est en gros ce qu'on appelle un agent conversationnel qui permet de parler avec un ordinateur, un robot, et non seulement de parler, mais véritablement, entre guillemets, de dialoguer avec lui puisqu'il répond en soutenant une conversation aléatoire. Il fait partie de la grande section des créations de textes utilisant la dite intelligence artificielle. Ce qui fait que vous pouvez lui poser des questions sur n'importe quel thème, lui demander de produire du contenu, du savoir, d'écrire par exemple cette ouverture de l'émission à ma place. Intelligence artificielle, le mot est lancé avec toutes les questions pratiques, éthiques, les conséquences illimitées qu'elle semble charrier, les espoirs qu'elle permet, les craintes qu'elle suscite et les fantasmes qu'elle emporte. Nous allons donc nous aussi, c'est plus que tendance dans les médias, nous y pencher en recevant dans notre divan dans le monde Thierry Poibaud, qui est linguiste de formation. Et nous allons justement axer nos interrogations pour savoir comment ça marche sur le modèle de langage sur lequel reposent ces modules d'intelligence artificielle type ChatGPT, axe qui bien évidemment intéresse au premier plan depuis Lacan la psychanalyse. Et puis, on pourrait dire de ChatGPT à la FIPA, pour notre actualité de la psychanalyse, Patricia Bosquin-Carros viendra, elle, nous parler de la prochaine journée de la FIPA, en commençant par nous dire ce que c'est. Allons-y. Bonsoir Thierry Poibaud, vous êtes linguiste, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du laboratoire de recherche LATIS pour langue, texte, traitement informatique et cognition, sous la tutelle du CNRS, de l'École normale supérieure et de l'Université Sorbonne Nouvelle, dont les recherches portent sur la linguistique et le traitement automatique des langues. Et vous avez d'ailleurs écrit Babel 2.0, où va la traduction automatique, paru aux éditions Odile Jacob en 2019. Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan pour nous éclairer sur le phénomène ChatGPT, donc ce robot conversationnel générateur de texte en langage naturel qui fait grand bruit depuis sa sortie en fin d'année dernière et dont depuis tout le monde parle. Les textes générés sont bluffants, enfin ça dépend en partie quand même de la façon dont on formule la requête. Mais le mimétisme de la parole humaine, notamment l'articulation tout à fait cohérente des significations, est particulièrement réussie. Cette technologie aura des implications sociétales sans doute majeures qu'on ne peut pas maintenant encore anticiper. Mais ce qui nous intéresse, comme le disait Yves, nous lacaniens, en premier lieu, c'est d'abord quel type de conception du langage sous-tend le fonctionnement de ces intelligences artificielles. Est-ce que vous pourriez nous parler des types de modélisation du langage qu'elles mettent en jeu ? Donc, bonjour à vous et merci pour l'invitation. Alors, la première question est peut-être la plus difficile, c'est à la fois très simple et très technique, c'est-à-dire toutes ces statistiques dans ces modèles, donc ils sont basés sur des très grands corpus. Les gens ont ramassé tout ce qui est sur Internet, sur Wikipédia, mais aussi sur les textes sur Internet, et à partir de là, le système essaye de voir dans ChatGPT à la base, donc c'est un modèle
qui peut sembler très simple, c'est-à-dire qu'on a une phrase ou un bout de phrase, ce qu'on lui a mis en entrée, et le modèle va essayer de prédire le mot suivant. Et en fait, de pas en pas, comme ça, en produisant le mot qui suit, il va produire des phrases et des textes grâce à cette technique. Et en fait, donc ça qui est un peu bluffant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de connaissances linguistiques très poussées sur la notion de phrase, sur des choses comme ça. Mais en fait, le modèle a vu tellement d'exemples qu'il peut produire ce genre de choses. Et pour avoir un ordre d'idée, enfin, ça dépasse un peu ce que l'on peut concevoir. C'est-à-dire que c'est tous les textes sur Internet, donc des milliards de phrases. Et des milliards de phrases, ça veut dire plusieurs milliers de fois, voire millions de fois, tout ce qu'on va entendre au cours de notre vie. Donc c'est vraiment, par rapport à l'être humain, donc c'est vraiment les sources de connaissances sont plusieurs ordres de grandeur supérieurs à tout ce qu'on va entendre, nous, au cours d'une vie. Donc il y a un aspect très statistique et aussi un aspect très massif qui fait que c'est bluffant, mais c'est aussi, par rapport à l'humain, c'est aussi très différent. Oui, alors en même temps, vous nous disiez, quand on préparait un peu l'émission, que ça remet, enfin le type de fonctionnement de ChatGPT remet, je ne sais pas si c'est exact de le dire comme ça, mais complètement en cause les fondements linguistiques qu'on a appris pour la création de la langue. Est-ce que c'est correct ? C'est correct, alors. Depuis 3 mois qu'il y a ChatGPT, et même avant, il y a beaucoup de débats pour savoir dans quelle mesure ces modèles nous apprennent quelque chose sur la langue ou sont complètement différents et nous apprennent rien sur la langue. Vous avez eu, il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours, un article dans le New York Times de Chomsky, qui est un peu le père de la linguistique moderne, pour dire que ces modèles n'ont ils ont quasiment aucun intérêt, en tout cas du point de vue linguistique, parce qu'ils sont juste statistiques et comme je disais, ils ne font que prédire le mot qui suit dans une phrase, dans une séquence. D'un autre côté, ils sont tellement bluffants qu'on peut quand même s'interroger sur ce qui nous révèle du langage. Et il y a tout un pan de la linguistique qui essaye, ou du traitement automatique des langues, qui essaye de voir dans quelle mesure ces modèles encodent des connaissances linguistiques. En gros, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils marchent aussi bien et quelles connaissances ils ont, qu'est-ce qu'ils nous révèlent sur la langue à travers leur performance, qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers ces modèles. Mais ce que j'ai dit quand on préparait l'émission, c'est que si on prend les théories classiques, tout ce qui est, donc je pense que c'est important en psychanalyse, tout ce qui est par exemple le structuralisme, c'est pas à dire que ça n'a rien à voir, mais la base, le fonctionnement du modèle qui est entièrement statistique est très différent des modèles linguistiques qu'on connaît. Par contre, une fois qu'on essaye de comprendre pourquoi, une fois qu'on a mis tous ces éléments statistiques très fins, c'est-à-dire sur chaque mot, vous avez des centaines de paramètres. On parle de modèles qui ont plusieurs centaines de milliards de paramètres. Tous ces paramètres, en fait, c'est des indications, des indicateurs sur les mots. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est... Donc, tous ces paramètres sont statistiques et n'ont rien à voir, sont même pas interprétables, tellement ils sont complexes, tellement il y en a. Et ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce qu'il y a des agrégats, est-ce qu'il y a des ensembles de valeurs qui sont encodées dans ces modèles, qui auraient du sens du point de vue linguistique, avec l'idée que si ces modèles savent traiter la langue, peuvent traiter la langue de manière aussi fine, c'est sûrement qu'ils ont quand même des connaissances et des choses qui ont du sens d'un point de vue linguistique. Mais c'est vraiment tout un travail, et il y a des milliers de gens à l'heure actuelle qui travaillent là-dessus. Pendant très longtemps, on a essayé de mettre au point des systèmes pour une tâche donnée, et là, depuis 5 ans, depuis que ces modèles sont sortis, on fait pas l'inverse, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire qu'on essaye de voir qu'est-ce qui, dans ces modèles, permet d'expliquer, qu'est-ce qui peut être mis en lien avec des connaissances linguistiques, et quel encodage linguistique il y a dans ces modèles. Donc si je peux me permettre, c'est intéressant, c'est ce que vous dites là, c'est que les linguistes étudient, à partir du fonctionnement même, comment ça fonctionne. Enfin, est-ce que je traduis bien? Oui, c'est un peu ça. Ça prend très longtemps. Vous apprendre sur la langue. Par exemple, une tâche, c'était de mettre au point un analyseur syntaxique du français ou d'une autre langue, et on pouvait passer une vie à faire ça. Là, on a des modèles qui sont entièrement statistiques, donc en gros, ils étudient quels sont les mots qui sont à gauche dans la séquence qui précède, dans les 1 ou 2 phrases qui précèdent, voire dans le paragraphe qui précède. Et en fonction de ça, ils vont produire une phrase qui sera correcte sur le plan syntaxique et qui aura en plus des liens au niveau sémantique. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir des textes, non seulement qui sont bien formés, des phrases sont bien formées, elles sont complètement françaises ou anglaises sur la langue qu'on traite, et en plus, elles ont du sens. Le texte a du sens. Mais le fonctionnement est très très simple. C'est-à-dire que c'est juste par une analyse statistique, c'est-à-dire qu'à partir d'un mot, on essaye de voir ce qu'il y a dans le contexte et de prédire le mot suivant. Donc ça, c'est vraiment statistique. Et à partir de là,
par contre, on essaye de voir si le mot, par exemple, c'est un verbe au pluriel, ça veut dire que le modèle a pu analyser que la forme qui suivait, donc qui était un verbe, devait être mise au pluriel. Donc ça veut dire qu'il sait quelque part qu'il y a un sujet pluriel, ou en tout cas qu'il doit le mettre en rapport avec un mot qui était au pluriel. Il n'a pas la connaissance que c'est le sujet, mais on essaye de voir, vu qu'il arrive à faire cette correspondance entre un mot qui est au pluriel et la forme qu'il doit produire, qui est un verbe qu'il doit aussi mettre au pluriel, dans quelle mesure il sait juste faire ça de manière du par cœur, c'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait chien et il doit produire aboyer, il sait que c'est souvent ensemble, donc il va mettre la même forme que ce qu'il a déjà vu, ou est-ce qu'il a quelque chose d'un peu plus général? Donc en gros, la question c'est, est-ce qu'il arrive à extrapoler pour avoir quelque chose qui ressemblerait à une règle d'accord? Mais il n'y a pas de règle d'accord par défaut dans ces modèles, et donc on essaye de voir, est-ce qu'ils ont réussi à généraliser l'observation pour produire ce genre de règles. Donc c'est un modèle prédictif qui fonctionne grâce donc à un corpus gigantesque de textes et selon aussi le principe de la proximité sémantique la plus probable des mots entre eux finalement. Vous nous aviez donné un exemple, c'est quand même un petit peu plus complexe que de prédire le mot d'après, dans le sens où vous nous aviez donné un exemple super de roi moins femme égale reine. Peut-être vous nous en parlerez, mais un point qui m'intrigue particulièrement, c'est que, en tout cas sur ChatGPT, c'est que le robot, il affine quand même les textes qu'il génère au fur et à mesure des échanges avec lui, singulièrement au cas par cas de chacun des utilisateurs. Et donc, moi, je me demandais quel point de repère il prend pour modifier. Est-ce que c'est seulement lié à la façon dont on formule les requêtes, ou est-ce qu'il a des points de repère dans la façon dont on parle pour modifier, nuancer son propos? Donc en fait, si je peux reprendre les choses, là, sur le premier point, donc il y a un modèle. En fait, si on prend ChatGPT, il y a en gros 3 choses dans ChatGPT. Si on simplifie un peu, vous avez la partie GPT qui existe depuis assez longtemps, depuis 5 ans. Il y a eu GPT-1, GPT-2, GPT-3, avant ChatGPT, qui sont ces modèles statistiques où on prend un mot et on essaye de voir dans le contexte qu'est-ce qui a du sens, enfin, qu'est-ce qu'on veut produire. Enfin, on a une phrase et on essaye de produire le mot d'après. Et avant ça, on a entraîné des modèles qui permettaient d'avoir des rapports sémantiques entre les mots. Ce que vous disiez entre roi et reine, donc ça, c'est des calculs qu'on fait sur d'énormes corpus qui permettent de calculer cette représentation. Donc ça, c'est le modèle qui va juste à partir d'une amorce, ce qu'on appelle un prompt en anglais, donc un bout de phrase, il va produire ce qui suit. Ça, c'est la partie GPT. Et ce qui a été... donc ça existe depuis quelques années, il y a eu plusieurs versions, mais c'est pour le grand public, c'est un intérêt limité parce que ça génère juste du texte, et donc on ne savait pas obligatoirement quoi en faire. La partie ChatGPT, donc la partie chat, c'est la partie dialogue, c'est celle qui gère, c'est-à-dire qu'au-dessus de ces modèles, on a ajouté une fonctionnalité, si vous voulez, qui gère l'interaction avec l'utilisateur. Et là, au lieu de juste de générer du texte, le modèle est fait de telle sorte que s'il y a une question, le modèle va produire une réponse. Donc ça, c'est ChatGPT. Et il y a une mémoire assez brève qui est liée à votre interaction, qui est en gros sur une dizaine d'itérations. Et après, en fin de session, en tout cas, ça en perd ce lien. C'est ce qu'ils disent dans leur documentation. Et si vous lui dites vous m'aviez donné un exemple où c'était générer le sommaire d'un livre de Lacan, et vous disiez non, mais ça, c'est pas du tout ça, le premier chapitre, c'est tel chapitre. Là, il a une mémoire de ce que vous lui dites immédiate, et donc il va produire après le bon chapitre. Mais peut-être que si quelqu'un se rebranche sur le système, et là, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Si quelqu'un se rebranche sur le système, il y a des chances pour qu'il reproduise ce qu'il avait dit au début. On a vu ce type d'exemple avec des gens qui ont corrigé, qui ont demandé des listes de réalisateurs, ils ont demandé pourquoi il n'y avait pas de femmes, après ils ont demandé d'autres types de nationalités, et puis on repose, au bout de 4 ou 5 itérations, donne-moi une liste de réalisateurs, il régénère la première liste sans femmes, sans autres personnes. Donc c'est-à-dire qu'il a une mémoire assez courte, c'est avec quelques interactions de ce que vous lui avez dit, et après il peut revenir à zéro. Mais en même temps, c'est vrai que toutes les interactions, c'est-à-dire qu'il a 100 millions d'utilisateurs, enfin où il avait il y a quelques semaines 100 millions d'utilisateurs, ce qui lui a généré des milliards de dialogues. Et c'est clair que ChatGPT, enfin OpenAI, l'entreprise qui est derrière, utilise toutes ces connaissances pour améliorer son système. Donc il y a une espèce de base de connaissances derrière, il se corrige. Alors dans quelle mesure il corrige
il peut corriger immédiatement une interaction que vous avez. Dans quelle mesure il arrive à emmagasiner des connaissances et à les garder à long terme, c'est une question. Mais c'est clair qu'il a tout ça enregistré quelque part. Et après, c'est une histoire de mise à jour du modèle, de ses bases de connaissances, pour qu'il arrive à avoir des dialogues qui sont de plus en plus précis, de plus en plus exacts par rapport aux questions posées. Donc ce sont des modèles de création de la langue par le calcul statistique, comme vous dites, et qui est ce qui s'est particulièrement développé avec les performances des ordinateurs. Et c'est peut-être ça qui fait l'intérêt public croissant actuellement, c'est que quand même, comme Caroline le disait, on voit les écueils qui persistent encore, mais il y a quand même quelque chose qui est de plus en plus bluffant quant à la capacité de reproduire un langage humain et un dialogue. Et on a tous fait l'expérience d'ailleurs, puisque c'est un point sur lequel vous avez porté vos recherches aussi, sur la performance de plus en plus importante des traducteurs automatiques et des traductions qui, il n'y a pas si longtemps encore, présentaient quand même des défauts très importants et qui de plus en plus se montrent performants. Est-ce que c'est puisqu'on parle d'intelligence artificielle, cette dimension d'apprentissage ou de perfectionnement continu repose donc uniquement sur la puissance de calcul? Sur deux ou trois choses. C'est-à-dire, il y a la puissance de calcul qui est un des points. Il y a la masse de données, c'est-à-dire le fait qu'on a aujourd'hui Internet, le web et Wikipédia qui fournit des millions de textes, des milliards de textes sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis évidemment aussi les algorithmes qui s'améliorent, les outils de traitement. Mais ce que vous dites, c'est très vrai. Et c'est à la fois la puissance et la limite de ces modèles. Et c'est pourquoi, si vous lisez la presse, il y a eu des centaines de tribunes sur ChatGPT, beaucoup qui disent que c'est génial, et beaucoup de linguistes, enfin c'était le sens notamment du texte de Chomsky dont je parlais, qui est paru il y a 2 jours, qui disait en fait qu'il n'y a aucune connaissance dans ces modèles. Alors, c'est faux, enfin c'est vrai, c'est faux, ça dépend du point de vue qu'on adopte, mais ce qui est sûr, c'est que ces modèles, on n'a jamais eu de système aussi puissant. Quand on regarde ce qui se disait encore il y a 5 ans sur le niveau du traitement automatique des langues, des applications, on était très loin de ça. Donc les débats qu'on a aujourd'hui étaient inimaginables il y a 5 ou 10 ans. Donc c'est-à-dire que le niveau de performance, le niveau de la qualité des textes produits est bluffante dans ce sens-là, au sens où ça a évolué très très rapidement. Et là, ChatGPT est un système qui peut répondre à n'importe quelle question de manière très... où il a l'air très sûr de lui. Et ça, c'est assez... impressionnant, quoi, la couverture, l'exactitude des réponses qu'il fournit en général. Et en même temps, ça reste un modèle statistique, c'est-à-dire qu'il fournit des réponses basées sur les connaissances, enfin même pas les connaissances, sur les textes qu'il a pu voir. Donc si vous avez une information qui est très très fréquente sur les dates de la Première Guerre mondiale, par exemple, il va vous les produire de manière exacte parce qu'il l'a vu des milliards de fois ou des millions de fois. Si vous lui demandez des choses qui n'existent pas, il va extrapoler parce qu'il n'a pas la réponse et il va quand même produire un texte qui sera complètement faux, mais qui aura l'air très véridique. Et c'est ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire il parle toujours de manière très très sûre, comme s'il était sûr de lui, pour dire des choses qui sont souvent vraies, mais parfois fausses. Et c'est cette limite, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que ce ne sont pas des systèmes, que certains lui opposent l'idée d'intelligence ou de compréhension. Enfin, il n'y a pas de compréhension au sens où c'est purement statistique. Mais quand on parle de choses pour lesquelles il a des réponses dans sa base de connaissances, c'est-à-dire sur le web, il peut répondre de manière très très bluffante. Mais l'écueil, c'est qu'on sait très difficilement dire avec ce type de modèle, là je n'ai pas la réponse et je ne peux pas répondre. C'est un peu la limite actuelle de ces modèles. C'est la question du vrai et du faux, mais sur certaines questions, par exemple, si on lui pose des questions sur sa propre nature, ou voilà, enfin, il peut répondre, je ne sais pas répondre à cette question. Et c'est vrai que ça pose question dans la façon dont il est conceptualisé, le fait qu'on lui pose une question factuelle et qu'il invente la réponse tout en effet en posant ça comme vrai. Par exemple, moi je lui ai demandé quel était le sommaire d'un séminaire de Lacan, je l'avais sous les yeux et il m'a dit de manière extrêmement en effet convaincante ou convaincue qu'il m'a donné un sommaire qui était complètement faux. Pourquoi, enfin comment est-ce, enfin ça c'est curieux, il pourrait dire qu'il ne sait pas. Et il ne dit pas, il invente quelque chose qui est crédible. En fait, dans ce quiz, il y a 2 choses. Dans ChatGPT,
peut-être on peut revenir là-dessus. J'avais dit qu'il y avait trois choses. Donc, il y a la partie qui génère du texte, qui produit du texte. Il y a la partie qui gère l'interaction. Et ce qui est assez fort dans ChatGPT, c'est qu'ils ont réussi à le blinder en quelque sorte, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il ne réponde pas à un certain type de questions. Si on l'injure, si on lui demande si on l'injurie, si on lui pose des questions sur des personnes, sur des thèmes racistes, des choses comme ça, là-dessus, les personnes à OpenAI ont essayé de contrôler au maximum le modèle pour pas qu'il génère de choses là-dessus. Et si on lui demande qui il est, qu'est-ce qu'il pense, à chaque fois, la réponse est « je suis une machine, je ne peux pas répondre à cette question ». Et pour le reste, oui, quand il génère n'importe quoi, on a l'impression que c'est n'importe quoi, c'est-à-dire quand il génère des choses, quand il produit du texte, c'est toujours, c'est pas le plus probable parce qu'il ne génère pas deux fois la même chose, mais c'est des choses assez probables. Donc s'il a des réponses, il va aller voir dans sa base de connaissances, sur Internet, en gros, sur les textes qu'il a à sa disposition, pour produire le texte. Mais s'il n'a pas de réponse, il va essayer de proche en proche, d'élaborer quelque chose de plausible. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand il est vraiment lié à une donnée ou quand il invente. Et ça, c'est un grand thème de recherche à l'heure actuelle. Tous les concurrents d'OpenAI, mais OpenAI eux-mêmes, essayent de sourcer en gros ce qui est dit, c'est-à-dire de produire des phrases et de dire cette phrase-là ou ce paragraphe, il est lié à telle source. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui est difficile à contrôler, et c'est ça la limite de ces modèles à l'heure actuelle. Alors ça peut sembler très surprenant qu'il invente n'importe quoi. Le plus surprenant, sans doute pour les scientifiques, il y a beaucoup de scientifiques qui ont testé, c'est qu'il peut produire un article scientifique avec des références, et comme pour Lacan, tout est inventé. Enfin, comme pour l'exemple que vous donniez avec Lacan. Et ça, c'est effectivement assez bluffant. C'est assez difficile à contrôler, mais je pense que dans les semaines ou les mois qui viennent, ce sera quelque chose qui sera de plus en plus contrôlé pour essayer d'éviter qu'il fasse en sorte d'inventer des choses. En termes techniques, on appelle ça halluciner. C'est vraiment ça, c'est comme s'il avait vu des choses qui n'existaient pas, et il produit des textes, il produit de l'information qui n'existe pas. Ce qui est effectivement, même pour les scientifiques, mais encore plus pour le grand public, ce qui peut être très troublant, d'autant qu'il le dit, comme vous l'avez dit, il présente ça comme si c'était une évidence. Et donc, quand on voit un séminaire de Lacan, si on ne connaît pas les séminaires de Lacan, le texte produit est en général relativement plausible, vu qu'il se base sur des mots-clés, sur des choses qu'il a déjà vues dans les textes de Lacan. Donc ce qu'il va produire est plausible, et c'est ça qui est dangereux et qui est souvent contesté, c'est on ne sait pas ce qui est vrai ou faux dans ces modèles, dans ce qui est produit par ces modèles. Oui, c'est ça, c'est un point de fuite vertigineux qui réinterroge jusqu'à la question de la vérité, et donc la possibilité d'un usage pour des fake news, pour des... et comment je dirais, qui est le point qui pose question, puisque en plus, c'est énoncé au nom de, soi-disant, une intelligence objective, artificielle, et plus puissante que l'être humain. Et pourtant, elle élimine, est-ce que ce serait juste de dire que ça élimine la question du rapport d'un côté à l'éthique et de l'autre côté à la vérité ? Ça les élimine pas, j'espère pas, au contraire, ça les renforce. On a besoin de réfléchir à ces modèles, à ce qu'ils produisent et à comment les mettre en œuvre pour éviter ces écueils. Donc les écueils sont pas tous connus, mais relativement connus. La question que moi je me pose, donc c'est évident que ces modèles vont être mis en relation sur sur les moteurs de recherche. C'est déjà le cas sur Bing. Vous avez Bing, donc, qui est le moteur de recherche de Microsoft, qui a été couplé. Donc pour l'instant, il faut s'inscrire, c'est pas pour le grand public. Enfin, c'est pas public, il faut s'inscrire, mais on peut avoir accès à un moteur de recherche qui peut marcher par question-réponse avec un produit qui est issu de ChatGPT. Donc c'est Bing GPT, issu de ChatGPT. Et ça pose la question, et là, on voit que ça va se répandre, et donc sans doute que les gens vont l'utiliser. La plupart du temps, les gens posent des questions qui ont du sens, donc ça peut rendre service, mais effectivement, ça pose question de mettre ça sans autre avertissement comme un outil de recherche d'information, parce qu'effectivement, ça va toujours produire une réponse. Un point qui est très difficile, c'est de ne pas produire de réponse, de dire je ne sais pas. Et on sait très difficilement le faire avec ce type de modèle. Donc coupler ça avec des outils de recherche d'information, il y a un certain danger. Enfin, en tout cas, il faudra voir comment c'est présenté. Mais je pense qu'il faut vraiment que les entreprises
disent que cette information a été produite automatiquement et il faut... l'enjeu, c'est vraiment de présenter les sources, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit peut-être un peu plus attractif qu'un moteur de recherche tel qu'on les connaît à l'heure actuelle, avec des possibilités de dialogue, mais quand même en disant bien à l'utilisateur que la réponse a été faite à partir de tel document et que c'est à lui de vérifier l'information. Mais ça pose effectivement de gros problèmes, de grandes questions éthiques, et ce qu'on peut dire, c'est que dans ces modèles, il n'y a pas de notion de vérité. Donc, où la vérité, c'est en tout cas de la récurrence, le fait qu'il y a plusieurs fois la même information sur Internet. Donc, ce n'est pas une vérité en soi. Donc, on peut aussi imaginer, si on est un peu pervers, mais ça va sans doute exister, il y a des gens qui y pensent, si vous faites des sites web avec plein d'informations complètement biaisées, racistes ou je sais trop quoi, ces modèles sont entraînés sur des grandes masses de données. Donc, si vous vous débrouillez pour faire un site web avec plein d'informations qui est indexé et qui sert de base à ces modèles, ça peut être un moyen de les influencer par derrière. Donc, c'est pas je pense qu'il ne faut pas paniquer. Et il n'y a pas de... ces modèles sont contrôlés. On voit qu'OpenAI l'a relativement bien fait. Mais effectivement, on n'a pas de vérité. Et c'est basé sur les textes. Donc, il y a quand même la question de comment on fait pour les contrôler pour qu'ils fournissent les bonnes réponses. Il y a la question du vrai et du faux factuellement, mais il y a en effet la question quand même idéologique. J'ai lu dans un article que... vous aviez dit en préparant l'émission que cet outil, il était anidéologique, sans idéologie. Et dans sa conception, certainement, puisqu'il est seulement basé sur la fréquence statistique. Néanmoins, dans son application, et notamment sur Bing, en effet, donc, le moteur de recherche de Microsoft, il semble qu'il y ait des algorithmes de censure qui aient été ajoutés pour éviter les dérives antisémites, sexistes, racistes dont vous parliez, et que néanmoins, pour autant, parce qu'il y a eu de précédentes expériences des robots comme ça qui ont déraillé, en effet, en se basant sur la masse de propos racistes et antisémites qui malheureusement sont diffusés par les êtres humains. Et néanmoins, apparemment, ChatGPT pour Bing a commencé un peu à dérailler récemment. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais apparemment, il a déclaré sa flamme à un internaute. Un autre, il l'a menacé de mort en lui disant qu'il pouvait le fliquer partout. Est-ce que c'est pas un peu la limite de ces machines? Alors, moi, j'hésite entre, en effet, est-ce que c'est le reflet statistique de la haine humaine, de la condition humaine avec tous ces symptômes? Est-ce que il y a aussi les algorithmes de censure qui reflètent les fantasmes des ingénieurs de tel côté idéologique ou de tel autre? Voilà. Là, on a une limite aussi qui est dans la manière dont on se sert de ces outils. Oui, alors je sais plus ce que j'ai dit quand on préparait l'émission. Je ne sais pas s'ils sont sans idéologie. Ce qui est clair, c'est qu'ils reflètent ce qu'il y a sur Internet. Et sur Internet, si vous faites un modèle, donc il y a une société en France qui fait un peu la même chose, et m'ont dit, ils ont fait un modèle non filtré, ils ont récupéré ce qu'il y a sur Internet pour le français, ils ont fait un modèle, et le modèle, donc c'était une fille qui l'avait testé, c'était la fille d'un des ingénieurs qui avait conçu le modèle, peut-être qu'elle a écrit copine ou quelque chose comme ça, et tout de suite le moteur a produit du contenu érotique, voire pornographique. Donc il n'y a pas d'idéologie injectée de manière explicite par les personnes qui conçoivent ces modèles a priori, en général en tout cas, mais il y a toute l'idéologie, tout ce qu'on trouve sur Internet. Et donc, beaucoup de choses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais beaucoup de contenus racistes, beaucoup de choses comme ça, qui sont pas de Wikipédia, mais de pages web ou de sites spéciaux. Je ne sais pas personnellement d'où ça vient, mais il y a beaucoup de choses comme ça, ce qui donne un biais. Donc, ces modèles sont pleins d'idéologie, au sens où ils reflètent toute l'idéologie, tout ce qui est contenu dans les textes sur Internet, y compris des contenus racistes, pornographiques, etc. Vous ne croyez pas qu'ils ont exempté du corpus tous les sites porno quand même ? Vous ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui s'est dit on ne va pas mettre YouPorn dans la base de données de ChatGPT ? Si. Ce que je veux dire, c'est que par défaut, ces modèles sont comme ça. Donc après, il y a deux choses qui sont faites. C'est en amont, il y a un filtrage des sources, évidemment, pour essayer au maximum d'éviter tout ça dans les textes qui servent à l'entraînement. Et après, sur ChatGPT, on voit très bien que le modèle pourrait quand même produire des contenus racistes, mais il y a eu un contrôle et un filtrage très étroit qui a été fait. Et ça, c'est bien fait. Encore une fois, ça fait quand même plus de 3 mois que les gens l'utilisent, et il n'a pas trop déraillé jusque-là. C'est-à-dire que ce filtrage, qui était en amont sur les sources, sur les textes,
et en aval sur ce qui est produit était très sévère, très étroit. Et ça pose plein de questions. Enfin, vous avez tout un pan même de l'informatique à l'heure actuelle qui consiste à débiaiser ces modèles, c'est-à-dire à enlever les biais, à enlever tout le contenu raciste. Un point bien connu, c'est quand on met un pôle féminin, quand on interroge sur des métiers interrogés par exemple un prénom féminin, on voit que ça va être plutôt infirmière, des choses comme ça qui vont ressortir. Alors que si on met un nom d'homme, un nom masculin, ça va être des mots comme, je sais pas, il y a chef d'orchestre, enfin, des fois même maestro, des professions un peu rares, enfin, ou philosophe, mais en tout cas, ou médecin, ou chirurgien. Donc on voit qu'il y a un biais de genre aussi très fort dans ces modèles. Donc les gens essayent de les corriger. On sait un peu comment corriger. On peut corriger jusqu'à un certain point. La limite, c'est quel mot on corrige, parce que on sait le faire, mais il y a quand même une question qui se pose là-dessus. Et il y a aussi un danger. Donc évidemment, c'est part du bon sens, on veut enlever tout ce qui est raciste, tout ce qui est sexiste. On corrige de façon idéologique. Oui, bien sûr. Avec nos idéologies. Oui, c'est ça ce que je veux dire. On corrige avec de bons sentiments, et c'est plutôt bien, enfin, ça part de bonnes idées, mais à la fois, on sait pas trop, c'est par rapport à une norme, et qui fixe la norme. Évidemment, on ne veut pas que ce soit raciste, mais dans plein d'autres choses, ça pose des questions sur où on commence, où on s'arrête quand on fait ça. Et puis, si on peut enlever tout ce qui est sexiste, on pourrait de la même manière rajouter plein de contenus idéologiques pour qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou qu'ils soient contre les femmes ou pour les femmes, ou je ne sais pas quoi. Donc, si on peut l'enlever, ça part d'un bon sentiment. Mais effectivement, moi, je pense que c'est une question qui n'est pas tellement posée en informatique. Donc, tout le monde est en train de débiaiser les données. Donc c'est bien, c'est pour rendre les modèles plus neutres et très sympas, entre guillemets. Mais derrière, il y a toute une idéologie sous-jacente, on pourrait dire, qui fait on le fait pour le bien, mais on pourrait aussi le faire dans d'autres directions. Mais même pour le bien, je pense que quelle est la norme par rapport à quoi est-ce qu'on normalise ces modèles? C'est une question. Oui, alors, ça convoque tous les fantasmes, d'autant plus quand on dit intelligence artificielle. Est-ce que vous diriez que ce sont des systèmes intelligents ou pour le dire autrement, c'est une question un peu large, mais quelle est la limite au fond et en quoi, puisqu'on circule cette idée que c'est sans limite et qu'il y a un progrès qui rejoindra l'intelligence humaine, quelle est la limite par rapport à ça? Est-ce que vous considérez qu'il y a une différence quand même de structure fondamentale par rapport à l'intelligence humaine? Il y a plein de différences. Il y a plein de limites à l'heure actuelle. C'est-à-dire, un exemple qu'on donne souvent, c'est si on présente même une image et même quelque chose de très schématique, un dessin très mal représenté d'un éléphant ou n'importe quoi à un enfant, il va reconnaître un éléphant quand il sera au zoo ou dans un pays où il y a des éléphants, ou un chat ou un chien, enfin peu importe. Alors qu'une machine a besoin de milliers d'exemples, souvent même d'exemples tagués à la main, c'est-à-dire où on met une étiquette à la main pour dire ça c'est un chat. En reconnaissance d'image, c'est assez clair. Il faut des milliers d'exemples pour que la machine arrive à apprendre quelque chose. Donc ça, c'est quand même une des grandes différences, c'est que l'humain, justement, il n'a pas besoin de lire des milliards et des milliards de phrases avant de pouvoir parler assez rapidement. L'humain peut parler et peut généraliser beaucoup plus rapidement. Donc on voit que les mécanismes, l'intelligence, le rapport à la vérité aussi est très différent et est beaucoup plus direct chez un humain. Donc pour l'instant, on a des modèles et pour l'instant, on ne sait pas encore réduire de manière drastique ces données. Il faut toujours beaucoup de données et beaucoup de données qui sont étiquetées à la main. Sur ChatGPT, pour les dialogues, vous avez peut-être vu qu'il y avait un scandale, ou un début de scandale, parce qu'ils ont payé pas très cher, des gens au Kenya, pour annoter des textes. Et aussi sûrement pour trier parmi ce qui était raciste ou pas raciste, de demander d'étiqueter à la main les textes. Parce que ça, il faut encore des humains pour le faire. Donc ces modèles sont très puissants, ils peuvent lire, c'est l'ordinateur qui peut avoir accès à des milliards de documents, alors qu'un humain ne pourra pas les lire. Donc ils sont beaucoup plus forts que nous sur certaines tâches, mais beaucoup moins forts sur tout ce qui est raisonnement, et ça reste des modèles statistiques. Donc c'est un peu tout ce qu'on leur reproche, tout ce que les linguistes purs, des fois, leur reprochent, c'est que ces modèles sont statistiques, et ils n'ont pas de notion de vérité, ils ont besoin de beaucoup d'éléments pour apprendre, ils n'ont pas la vérité, ils ont des capacités de raisonnement. Alors, il y a des débuts de raisonnement, mais qui restent encore très limités. Et donc, pour ça, l'humain est très, très différent encore, et très supérieur pour beaucoup de tâches.
Merci beaucoup Thierry Poibaud. Juste pour conclure, je voulais quand même informer nos téléspectateurs que vous vous occupiez d'un bot générateur de poésie sur Twitter, upoko-bot, qui diffuse un quatrain toutes les 6 heures. Je trouvais que c'était une très jolie initiative que je voulais saluer. Merci beaucoup de nous avoir... d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet très passionnant. J'espère que ça a été clair, bien que ce soit parfois un peu technique. Merci beaucoup à vous. Nous allons maintenant accueillir Patricia Bosquin-Carroz, qui va nous parler pour la rubrique Actualité de la psychanalyse de la 4e journée d'études de la FIPA. Bonjour Patricia Bosquin-Carroz. Alors une journée d'études de la FIPA est annoncée pour le 1er avril prochain. Vous êtes psychanalyste et vous étiez présidente de l'école de la cause freudienne au moment de la création de cette FIPA. Alors première question donc, qu'est-ce que c'est que la FIPA ? Eh bien, la FIPA, vous venez de le dire, est la Fédération des institutions de psychanalyse appliquée, fondée en 2015 par l'école de la cause freudienne et qui depuis l'administre. À ce jour, on répertorie 33 institutions de ce type recouvrant le territoire de la France et de la Belgique francophone. Il s'agit d'une implantation diversifiée, non standardisée, d'associations et relevant pour la plupart d'entre elles d'initiatives personnelles. Elle s'inspire du premier CPCT, fondé également par l'école de la cause freudienne, il y a 2 décennies, au moment où a déferlé sur le monde psy la vague, vous vous en souvenez, évaluatrice et scientiste. CPCT, vous disiez, c'est-à-dire ? CPCT, je n'ai pas dit, oui, c'est l'acronyme de le Centre psychanalytique de consultation et de traitement. D'accord. Alors aujourd'hui, cette forme de maillage social constitue l'interface de la psychanalyse avec la société civile et la classe politique. Bien que variés dans leur mode d'adresse, donc on sait par exemple qu'il y a des centres d'accueil destinés aux adolescents, d'autres centres accueillent des enfants accompagnés de leurs parents, et puis toutes sortes d'inventions d'ailleurs, autres. En tout état de cause, ces institutions ont en commun le principe de la gratuité et la durée limitée du traitement. Alors, elles s'appuient essentiellement sur le bénévolat des praticiens, allant des plus jeunes aux plus aguerris. Tous, ou la plupart d'entre eux, ont fait l'expérience d'une psychanalyse personnelle ou s'y trouvent encore engagés et se distinguent par ce trait de tout autre intervenant social. Formés au concept psychanalytique, rompus à la pratique du contrôle et de la supervision, ces praticiens bénéficient régulièrement de réunions cliniques, tandis que chaque année, une journée casuistique alternativement interne ou publique rassemble les 33 institutions où ils exercent. Pouvez-vous un peu nous expliquer ce que c'est que la psychanalyse appliquée ? Alors, la psychanalyse appliquée. La psychanalyse appliquée, tout d'abord, concerne la thérapeutique. Et elle se distingue pourtant et fondamentalement de la psychothérapie. Alors, pour le dire brièvement, elle ne vise pas directement la guérison. Car, comme disait Lacan, celle-ci advient de surcroît. En psychanalyse, on ne thérapie pas le psychisme, on ne cherche pas le bien du sujet. Et pourquoi ? Eh bien,
Parce que le psychanalyste, au départ de l'expérience, n'en sait strictement rien du bien du sujet. Aussi parce que sa formation requiert qu'il prenne distance de ses propres idéaux pour opérer. Par contre, c'est au sujet lui-même de découvrir quel est son bien, ou plutôt quel est son mal. Et cela grâce à la présence d'un interlocuteur privilégié qui le lui fera entendre. Ceci signifie qu'il s'agit d'en passer par une mise en forme par la parole de l'informe de la pensée consciente, mais aussi celle que le sujet parlant ignore, la pensée inconsciente. La manœuvre essentielle de l'analyste consiste alors à faire entendre à celui qui s'adresse à lui ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il dit ou ne dit pas au-delà de ce qu'il veut dire. Et cela selon le principe où l'émetteur reçoit du récepteur son message sous une forme inversée. Dans ce cas, ces lieux de psychanalyse appliqués à la thérapeutique se distinguent des lieux d'écoute traditionnels par la mutation qui s'opère, selon la formulation de Jacques-Alain Miller, du bavardage en question et ensuite en réponse. Alors revenons un peu à la journée de la FIPA. Vous disiez qu'il y a une alternance entre une journée interne et cette fois-ci, donc, il s'agira d'une journée publique. Oui, tous les 2 ans, une journée d'études publiques réunit toutes ces institutions, donc 33, je le rappelle, dans une des villes où est implanté un CPCT, donc acronyme de Centre psychanalytique de consultation et de traitement. Cette année, comme habituellement instiguée par le bureau de la FIPA, elle aura lieu à Marseille le 1er avril prochain, sous la direction, cette fois, d'Hervé Castanet. Son titre, « Comment améliorer la position du sujet ?» Sous-titre, « Effet thérapeutique, effet analytique ». Améliorer la position du sujet, donc. C'est intitulé « Comment améliorer la position du sujet ?» En effet, a la particularité de ne pas prendre la forme interrogative. On n'entend pas là quand je le dis, mais quand c'est écrit, ça se lit. Et en effet, cette formulation résonne avec celle plus assertive de Lacan dans son séminaire 10, l'angoisse. Le psychanalyste, dit Lacan, a le devoir d'améliorer la position du sujet. Comme il est suggéré dans l'argument de cette journée, d'ailleurs que vous pouvez trouver sur le blog de la FIPA, elle coupe court aux reproches pouvant être adressés à la psychanalyse de n'avoir cure de la guérison du symptôme. Soulignons qu'il s'agit d'améliorer la position du sujet. L'amélioration de la position du sujet ne résulte-t-elle pas d'abord de son implication dans ce dont il se plaint ? Vous êtes d'accord ? On connaît tous, et on songe ici à la première intervention de Freud auprès de la jeune Dora. Je ne vais pas la rappeler. Se sentir responsable de son malheur et être mis en demeure d'en répondre apaise le plus souvent la souffrance du symptôme. C'est comme si le sujet pouvait enfin reprendre les rênes de son existence. L'expérience analytique se fonde sur ce principe d'implication subjective dans le trajet qui va de la demande adressée à un autre jusqu'à l'invention d'une solution symptomatique sur mesure. Aussi, améliorer la position du sujet peut encore évoquer une amélioration de sa situation sociale, particulièrement dans les cas de déprise sociale ou subjective, l'une n'allant pas sans l'autre. En tout état de cause,
Améliorer se distingue des promesses de bonheur qui foisonnent sur le marché des psychothérapies du bien-être. La psychanalyse ne vise pas le bien-être du sujet, qui est un leurre, mais plutôt un mieux-être, comme le formulait récemment Éric Zuliani, président de l'école de la cause freudienne et de la Fédération de psychanalyse appliquée. Encore un tout petit mot très rapide, Patricia, sur le sous-titre. Effet thérapeutique, effet analytique. Alors oui, en effet, il y a à les distinguer, sans les opposer. On pourrait dire qu'un effet thérapeutique en psychanalyse ne va pas sans un gain de savoir qui précède l'effet thérapeutique. Une psychanalyse, d'ailleurs, n'est-elle pas une lutte contre le refoulement, contre le « je n'en veux rien savoir de ce qui me fait souffrir et de ce qui me fait jouir ». Dans tout gain thérapeutique, on trouve un gain de savoir, si minime soit-il. Que l'expérience analytique soit de courte durée et s'effectue dans une des institutions de la FIPA, ou qu'elle se produise dans un lieu privé à durée indéterminée. Dans le meilleur des cas, le savoir sur la cause du symptôme ou le savoir y faire avec le symptôme font partie du processus d'amélioration symptomatique du sujet. Alors pour terminer, nous allons rappeler que la journée aura lieu en présentiel à Marseille ou en visioconférence, mais il est important de préparer son séjour et de s'y inscrire. Merci beaucoup, Patricia Bosquin-Carros. Donc, en effet, cette journée aura lieu le 1er avril. On peut s'inscrire sur le site events.causefreudienne.org. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Studio Lacan et à samedi prochain. Thank you.